Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de cours. Alors normalement, vous avez votre cahier devant vous et vous avez déjà écrit des petites choses. Donc normalement, vous avez déjà écrit le titre de la séance, donc S2 et S5. Faut-il remettre en question la supériorité de l'homme sur l'animal? Et vous avez normalement déjà écrit un petit bout d'introduction. En fait, vous avez fait des recherches, donc vous avez écrit introduction, et puis ensuite exemple d'animaux qui semblent supérieurs ou égaux à l'homme. Vous avez cherché d'abord des exemples d'animaux qui nous dépassent dans un domaine, c'est-à-dire un animal qui a une capacité que l'homme n'a pas. Okay. Et puis ensuite, vous avez cherché un exemple d'animal qui ressemble à l'homme, donc qui a des capacités qu'on pourrait croire réservées à l'homme, du genre les émotions, le sens de la justice, le langage, une intelligence développée, etc. etc. Okay, donc ça va être important là, ces deux types d'exemples, parce qu'on les retrouvera dans le plan tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on va essayer de construire un problème à partir de tout ça et d'y répondre. Donc, après ces exemples, vous allez écrire problème, 2 points, et voilà quel est le problème. Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir qu'on se rappelle des séances précédentes. Qu'est-ce qu'on a vu dans les séances précédentes? On a vu 3 auteurs, vous êtes d'accord avec ça? On a vu Descartes, ensuite on a vu Singer, ensuite on a vu Kant. Alors, petit retour en arrière sur Descartes. Vous vous souvenez du schéma sur Descartes? Sinon, vous feuilletez en arrière dans votre cahier, c'est la séance 2. On avait fait un schéma comme ça avec des espèces de marches d'escalier, d'accord? Et en fait, qui disait que plus on progresse dans les règnes naturels, plus on gagne des capacités. C'est-à-dire qu'on a le minéral, ensuite on a le végétal, donc eux ils ont quelques capacités supplémentaires. Ensuite on a l'animal, alors lui il a encore des capacités supplémentaires, notamment la conscience sensible, ça c'était très important pour Singer. Okay. Et puis enfin l'homme. Et l'homme, il a, d'après Descartes, 3 capacités qui le rendent supérieur à l'animal. Okay. C'est quoi les 3 capacités qui rendent l'homme supérieur à l'animal? Première capacité, c'est la conscience de soi ou la conscience morale. Ensuite, deuxième capacité, c'est l'intelligence ou la raison, c'est la même chose. Et puis enfin, c'est la volonté ou la liberté. Donc ça, c'est le cadre posé par Descartes. Le cadre qu'il pose, c'est que l'homme est supérieur à l'animal grâce à 3 capacités. Vous me suivez toujours? Je voudrais vous faire prendre conscience que chez les 2 auteurs qu'on a vus ensuite, donc Singer puis Kant, en fait, ce cadre reste posé. C'est-à-dire que Singer et Kant considèrent aussi que l'homme est supérieur à l'animal. Ils gardent ce cadre posé par Descartes. Alors peut-être que ça peut vous paraître étonnant dans le cas de Singer, parce que Singer, il respecte les animaux, donc on peut se dire, du coup il trouve que les animaux sont égaux. Mais en fait non. Singer, il dit ouais, sans doute c'est vrai, les hommes, ils ont des capacités supérieures. Ils ont sans doute une intelligence plus développée, etc., etc. Mais en fait il dit, c'est pas le problème. Donc il admet que l'homme est supérieur à l'animal, vous voyez comme ça, mais en fait il s'en fiche. C'est-à-dire qu'il dit, ouais, sans doute l'homme est supérieur, mais on s'en fiche de ça, parce que ce qui compte, c'est que l'animal, il possède la conscience sensible. Vous me suivez? Donc Singer, en fait, il est tout à fait prêt à admettre le cadre général de Descartes. Kant, là c'est plus évident, Kant il considère bien sûr que l'homme est supérieur à l'animal, parce que l'homme, vous vous souvenez, il vit dans l'état de droit, alors que l'animal vit dans l'état de nature. Et si on y réfléchit, et ça c'est important, pourquoi est-ce que l'homme peut vivre dans l'état de droit alors que l'animal vit dans l'état de nature? C'est grâce à la conscience morale. C'est lié à ce que Descartes analysait comme la conscience morale, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord que la conscience morale, c'est-à-dire la capacité à discerner le bien du mal, c'est ça qui va faire que vous allez établir des lois et vous n'allez pas vivre en suivant juste la loi du plus fort, d'accord? C'est lié à la conscience morale. Comme ça, vous faites mieux peut-être le lien avec Descartes. Okay. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que on a posé un cadre avec Descartes, c'est qu'en fait on a gardé ce même cadre avec Singer puis avec Kant. Donc à l'intérieur de ce cadre, l'homme est supérieur à l'animal,
il y a plusieurs positions possibles. On peut être respectueux ou pas de l'animal, un peu, beaucoup, etc. Ça, c'est les 3 positions qu'on a déjà vues. Vous allez commencer par noter ça. Vous avez notamment écrit normalement écrit problème de points. Et vous allez écrire, en fait, dans toutes les conceptions qu'on a vues jusqu'à présent, y compris celle de Singer, on admet que l'homme est supérieur à l'animal. Ok ? Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que l'homme est vraiment supérieur à l'animal ? Et ça, c'est la deuxième chose qu'il faut noter. Vous pouvez noter tout simplement, mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce que l'homme est vraiment supérieur à l'animal ? Est-ce qu'il n'y a pas des animaux qui arriveraient à grimper la marche, en quelque sorte, et à acquérir les 3 capacités soi-disant réservées à l'homme d'après Descartes ? Ok ? C'est ce qu'on va essayer de voir, c'est ce que vous avez commencé à voir avec vos recherches. Et pourquoi on voit ça ? C'est parce que ça aura évidemment des conséquences. S'il y a des animaux qui sont égaux à l'homme ou presque, est-ce qu'on ne leur devrait pas davantage de respect ? Donc c'est ce que vous allez noter maintenant. Dernière chose avant le problème, c'est que si jamais il y a des animaux qui sont égaux à l'homme, qui possèdent les caractéristiques normalement réservées à l'homme, est-ce qu'on ne leur doit pas davantage de respect ? Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va faire un plan très simple en 2 parties. Dans le premier cas, on va voir les animaux qui semblent supérieurs à l'homme dans certains domaines, okay ? Donc qui nous dépassent dans certains domaines. Ça correspond au premier type d'exemple que vous aviez recherché. Ouais. Et puis ensuite, on verra les animaux qui nous ressemblent, et donc qui semblent égaux à nous. Et ça correspond au deuxième type d'exemple que vous avez recherché. Vous me suivez ? Donc, petit 1, les animaux qui nous dépassent dans certains domaines. Donc vous les avez étudiés, c'était les premières choses que vous avez cherchées. Ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est comment on peut transformer ça en un argument. Alors c'est quoi l'argument ? Déjà, premier point, ça ne veut pas forcément dire que ces animaux-là sont supérieurs à l'homme. Ça veut juste dire, c'est ça l'argument, qu'ils sont supérieurs à l'homme dans un domaine particulier. Donc par exemple, on a des animaux qui courent plus vite, des animaux qui sont plus forts, des animaux qui voient dans le noir, etc. Alors que l'homme, non. Donc l'argument, c'est que y a des animaux qui sont supérieurs à l'homme dans un domaine. Il faut aussi noter qu'on admet que l'homme est aussi meilleur que les animaux dans un autre domaine. Ça serait quoi cet autre domaine ? Ça serait l'intelligence. Donc, ce qu'il faut enfin noter, c'est qu'on doit juste reconnaître que l'homme et l'animal sont égaux en réalité. En fait, chaque espèce a développé les capacités qui lui étaient nécessaires pour survivre. Donc, le guépard a été sélectionné grâce à ses capacités à courir vite, et puis le pigeon voyageur grâce à ses capacités à reconnaître les champs magnétiques, etc. Enfin, voilà. Et l'homme, lui, il court pas vite, il est pas fort, il n'a pas des capacités extrasensorielles de voir les champs magnétiques ou de voir dans le noir et tout, donc lui, il a développé ce qu'il pouvait, c'est-à-dire l'intelligence. Est-ce qu'en fait, on ne devrait pas dire que tous les animaux ont développé les capacités qui étaient nécessaires à leur survie ? C'est ça l'argument. Normalement, vous avez noté les choses au fur et à mesure. Essayez de faire ça pour apprendre à prendre des notes. Okay ? Le truc, c'est que, deuxième chose, contre-argument, c'est pas si évident que ça. En réalité, même si les animaux développent des capacités très fortes, ce qui se passe, c'est que l'homme, il est capable de les imiter. Donc dans le contre-argument, on va étudier ce qu'on appelle le biomimétisme. Qu'est-ce que ça veut dire étymologiquement ? Bio, ça veut dire la vie, et mimétisme, ça veut dire imiter. En fait, l'être humain, son avantage, c'est l'intelligence, mais c'est un avantage énorme, parce que l'intelligence, du coup, permet de copier et d'imiter tous les autres avantages des autres animaux. C'est pour ça que, sans doute, l'homme domine la planète, en fait. Alors, pour que vous compreniez cette idée, je prends un exemple tout bête pour commencer, c'est en fait l'homme avec ses simples jambes, il court moins vite que le guépard, mais il a inventé la voiture, l'avion, la fusée, etc. Vous voyez, c'est juste ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va compenser nos faiblesses par l'intelligence, et ultimement, on va pouvoir
gagner, grâce à la technique, grâce à l'intelligence, toutes les capacités des animaux, ok? Alors que l'inverse est faux, d'accord? Nous, on peut imiter les animaux, mais les animaux ne peuvent pas nous imiter. Vous avez bien noté tout ça. Donc ça, c'est l'idée générale. En fait, c'est un contre-argument, c'est-à-dire, non, en réalité, c'est quand même l'homme qui est supérieur à l'animal. Vous voyez, il y a argument contre argument. Moi, je vous laisse vous faire votre avis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, nous, on va creuser plutôt deux exemples plus intéressants que le guépard et la voiture. On va creuser d'abord l'exemple de la menthe religieuse. Vous voyez, c'est un petit insecte. La menthe religieuse, en fait, les chercheurs on se sont rendu compte qu'en fait, dans ses yeux, elle avait beaucoup plus de cônes que nous. Nous, on a 3 types de cônes qui nous permettent de voir les couleurs qu'on voit nous. Elle en a 16, la menthe religieuse. Donc en fait, elle peut voir beaucoup plus de choses et de nuances que nous. Et en fait, les chercheurs en médecine ont développé une caméra qui s'inspire de la vision de la menthe religieuse pour pouvoir détecter les cellules cancéreuses quand on fait une biopsie. Donc l'homme a imité l'animal, mais alors jamais la menthe religieuse n'a imité l'homme, d'accord? Deuxième exemple, l'exemple des dauphins. Alors les dauphins, ils ont une technique particulière pour pêcher le poisson, les bancs de poissons. En fait, ils vont émettre des grosses bulles d'air qui vont entourer le banc de poisson. Comme les bulles d'air montent, du coup, le banc de poisson est repoussé vers la surface. Quand il arrive à la surface, il ne peut plus monter vers le haut parce que sinon, il va mourir parce qu'il ne peut pas vivre hors de l'eau. Donc ça va coincer les poissons, en quelque sorte, le banc de poisson. Et donc ça facilite la pêche ensuite. Et en fait, les pêcheurs et les chercheurs dans ces domaines-là essayent d'inventer aujourd'hui en fait, une technique qui permette aux humains de pêcher les poissons de la même façon, parce qu'en plus c'est une technique qui est très propre d'un point de vue écologique. Des bulles d'air, ça ne détruit pas l'environnement. Alors que, je ne sais pas si vous savez, mais malheureusement, une des techniques des pêches aujourd'hui utilisées, c'est en fait de créer un courant électrique dans l'eau qui électrocute tous les poissons, parce que l'eau, ça conduit très bien l'électricité. Et en fait, ça, c'est dévastateur pour plein de formes de vie qu'elles, on aurait pu laisser survivre. D'accord? Donc, vous voyez, l'homme imite l'animal, l'animal n'imite pas l'homme. Dernière chose qu'on va voir, c'est quelles sont les conséquences morales de ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut en tirer du point de vue, quand je dis moral, c'est du point de vue du respect qu'on doit ou non à l'animal. En fait, ce qui est particulier, c'est qu'on ne peut pas en tirer grand-chose de cette réflexion. Parce qu'on peut la tirer dans un sens ou dans un autre. Donc essayez de bien noter ça. C'est que, en fait, il y a des gens qui vont dire, bon, vous voyez, chaque espèce cherche à survivre et utilise les moyens qu'elle a à sa disposition pour survivre. Est-ce que, du coup, on ne pourrait pas trouver un espèce de compromis sur la planète pour que le maximum d'espèces puissent survivre ? Puis il y en a d'autres qui vont dire, en fait, comme chaque espèce cherche à survivre et utilise ce qu'elle peut pour survivre, et nous les êtres humains, on n'a qu'à juste profiter de notre avantage sélectif qui est l'intelligence, et c'est tout, sans se poser des cas de conscience pas possible, c'est la loi du plus fort, nous on a un meilleur avantage que les autres, on est en haut de la chaîne alimentaire, profitons-en, ok ? Donc en fait, de cette réflexion, on ne peut pas tirer grand-chose d'un point de vue moral. En fait, au fond, pourquoi ? C'est parce que ça ne nous dit rien de la conscience morale, qui est finalement le critère intéressant. En réalité, là on a dit que l'homme est plus intelligent, mais ça ne veut rien dire en termes de conscience morale. On a dit que les animaux avaient des super capacités, genre courir vite, porter des poids très lourds, voir dans le noir, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une conscience morale non plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'on ne parle pas de conscience morale, c'est très difficile d'avoir une opinion sur qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue moral. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en tirer grand-chose. Alors qu'on va pouvoir tirer bien plus de choses du petit 2. Donc dans le petit 2, on va s'intéresser aux animaux qui nous ressemblent. Donc c'est les deuxièmes recherches que vous avez faites. Les animaux qui nous ressemblent. Quel argument on peut en tirer d'abord ? Donc on peut en tirer l'argument que, contrairement à ce que pensent beaucoup trop de philosophes depuis Descartes, les animaux possèdent, en tout cas certains animaux possèdent des caractéristiques qu'on croyait réservées à l'homme.
Il y a des animaux qui possèdent la conscience de soi. Notez bien tout ça au fur et à mesure. Ils possèdent la conscience de soi, là je pense aux dauphins ou à l'éléphant qui se reconnaissent dans le miroir. Ils possèdent aussi une certaine conscience morale, et ça va être très important. On a des animaux qui ont un sens de la justice. Donc ça fait référence à ceux qui ont fait des recherches sur les capucins, les singes. Il y a des animaux qui ont une certaine empathie, donc ils sont capables de ressentir ce que ressent l'autre. Donc les chiens par exemple ont des neurones miroirs très développés, donc ils ressentent aussi ce que ressent leur maître. Il y a des animaux qui ont une vie sociale très élaborée, qui obéit à des règles, donc une sociabilité développée, je pense aux abeilles. Est-ce que tout ça fait pas penser à ce que Kant appelle l'état de droit? En tout cas, ça fait réfléchir. Ensuite, on a des animaux qui possèdent une intelligence et une raison qui sont quand même assez développées. Des animaux qui sont très doués pour résoudre des problèmes complexes, je pense aux poulpes, je pense à la pie ou au corbeau. Et puis enfin, des animaux qui développent des outils, ce qui demande une certaine capacité en fait de penser à utiliser les objets qui nous entourent. La plupart des animaux en fait le font pas. Un guépard, il utilise son corps, ses crocs, mais il pense pas à utiliser un bout de silex trouvé dans la nature pour tailler sa viande, d'accord? Donc ça, c'est une intelligence assez développée. Alors sur la volonté et la liberté, il y a moins de choses, parce que c'est compliqué à tester. Mais ensuite, il y a tout ce qui est recherche sur les langages des animaux. En fait, la plupart des animaux, d'après ce qu'on a pu comprendre, mais c'est assez vérifié, ont un langage assez pauvre. Si vous croyez que votre chien exprime des choses complexes à travers ses cris, c'est pas le cas, en tout cas c'est ce que disent les chercheurs. Mais il y a quand même certains animaux, donc pas le chien s'il est doué pour les émotions, mais pas pour le langage, qui peuvent avoir un langage très complexe. Certains ont peut-être étudié Coco le gorille, à qui on a appris la langue des signes, donc elle est capable de comprendre et de produire des mots beaucoup plus qu'un chien. Un chien, il comprend quelques mots, mais pas tant que ça en fait finalement. Vous voyez, maîtriser une centaine de mots, c'est pas beaucoup. Donc voilà, moins d'une centaine en fait pour un chien. Donc le langage, pourquoi c'est intéressant? Parce que le langage, c'est le reflet, voire la cause, le reflet et la cause des trois capacités. C'est transversal aux trois capacités. C'est-à-dire que le langage va aider à développer la conscience de soi en disant « je ». Le langage va aider à développer la conscience morale en communiquant avec les autres, en formulant avec le langage des règles et des lois. Le langage va évidemment développer l'intelligence et la raison. Donc on pense mieux ce qu'on peut nommer, ça c'est ce qu'on avait vu au tout début de l'année. Et le langage va aussi être important pour développer une volonté et une liberté. Mais ça, à nouveau, la volonté et la liberté, c'est un peu plus complexe à étudier chez les animaux. Donc, ça c'est l'argument. Donc se rendre compte qu'il y a des animaux, pas tous, mais qui semblent en fait quasiment l'égal de l'homme. Contre-argument, donc ce qu'on va essayer de montrer dans le contre-argument, c'est que malgré tout, même chez ces animaux très développés, qui semblent donc avoir gravi une marche en fait, par rapport aux autres animaux, il reste une petite marche encore à franchir avant d'atteindre le niveau de conscience, d'intelligence et de volonté de l'homme. Vous me suivez toujours? Alors qu'est-ce qui manque? On va creuser 3 points qui sont développés par les scientifiques. C'est pas une question philosophique en quelque sorte, ça c'est juste qu'est-ce que nous apprennent les chercheurs aujourd'hui. Donc le premier point, c'est que l'homme, il se pose des questions. Se poser des questions, pourquoi c'est très important? C'est parce que en fait, les animaux qui sont très intelligents, en fait, ils sont très doués dans la résolution de problèmes, mais l'homme fait un truc supplémentaire, c'est qu'il se crée des problèmes. Vous allez me dire, c'est nul comme capacité. Non, c'est pas nul du tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, il est capable de se poser des questions. L'intelligence, c'est pas seulement répondre aux questions, c'est aussi se poser des questions, et se poser des bonnes questions. Et notamment, se poser des questions inutiles. Les animaux sont très doués pour répondre à des problèmes utiles. Un des trucs qu'on fait par exemple pour motiver un corbeau à résoudre un problème complexe, c'est que en gros on lui fait comprendre qu'il aura de la nourriture à la fin.
Mais nous, l'être humain, mais qu'est-ce qu'on se pose comme questions et des questions inutiles? En tout cas pour la survie. C'est la philosophie, quoi. La philosophie, c'est un truc d'être humain. Les êtres humains, on se pose des tonnes de questions qui ont aucune utilité. Alors, avant la philosophie, qui a été inventée, vous le savez, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Socrate, etc., voilà, et ben, les hommes préhistoriques, on peut déceler chez eux un début de ça, de cette capacité à se poser des questions qui, du coup, les distinguent des animaux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tous les animaux se posent aucune question, ils cherchent juste à survivre, et puis on voit que les premiers hommes préhistoriques, au bout d'un moment, ils enterrent leurs morts. Pourquoi c'est intéressant ça? Il faut le noter, hein. C'est que enterrer ses morts, c'est le signe qu'ils se posent des questions sur l'au-delà. On enterre ses morts si on réfléchit à ce qu'il y a après la mort. Et ça, il n'y a pas d'animaux qui enterrent leurs morts. Vous allez me dire, mais il y a les cimetières d'éléphants. Non, les cimetières d'éléphants, c'est qu'ils se retrouvent dans un lieu pour mourir. Souvent un lieu où il reste un peu d'eau d'ailleurs, enfin bref, dans une période de sécheresse, mais il n'y a pas d'éléphants qui creusent une tombe avec leur trompe et, voilà, et qui y mettent, ou même qui déplaceraient les ossements, non. Donc c'est pas du tout la même chose hein, que chez les êtres humains. Et puis on voit aussi que les hommes préhistoriques, en fait, très vite vont inventer une forme d'art. Donc c'est les peintures dans les grottes, etc. Dessiner un cheval sur une grotte, ça n'a aucune utilité pour la survie. Ça montre plutôt qu'ils commencent à essayer de comprendre le monde juste pour le plaisir de comprendre, de se représenter, etc. Et donc ça, c'est vraiment une capacité que seul l'homme possède. Cette capacité, elle a fait que l'homme a construit des théories ultra développées qu'aucun autre animal n'a développées. Et ne me dites pas, mais peut-être que si, mais juste on ne comprend pas leur langage. En fait, on comprend assez bien aujourd'hui le langage des animaux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous échappe, mais en fait on arrive assez bien à décoder la signification de ce qu'ils disent, parce qu'en fait ça produit tel ou tel effet chez les autres animaux, tout simplement. Donc on comprend que ça appelle de la nourriture, ou que ça exprime de la peur, enfin voilà. Donc grâce au contexte et aux réactions, on comprend bien. Et en fait, on a décelé chez aucun autre animal cette capacité à parler, mais pour se poser des questions inutiles, et du coup produire des théories et des livres par milliers, d'accord ? Ça, c'est la première chose, se poser des questions. Deuxième chose que les hommes ont et pas les animaux, c'est la capacité à ce qu'on appelle, à créer ce qu'on appelle des outils complexes. Donc, se créer des outils, comme je vous l'ai déjà dit, ça c'est quand même une capacité assez forte, quoi. Être capable de voir un objet et de se dire que je vais pouvoir m'en servir, peu d'animaux en sont capables. C'est surtout chez les grands singes qu'on observe cette capacité-là. Mais en fait, la plupart des grands singes, ils vont pas créer un outil. Ils vont utiliser un bout de branche qui existe déjà dans la nature. Après, il y a quelques grands singes qui sont capables de le tailler, par exemple, ce bout de bois. Donc là, il y a déjà une fabrication d'outils, ce qui demande une intelligence supplémentaire, parce que vous devez être capable, dans ce cas-là, de vous projeter dans le temps, d'accord, et de réaliser une suite d'actions complexes en ayant en tête l'objectif que vous voulez atteindre. En fait, ça demande une capacité assez incroyable. Ça semble nul pour nous, mais en fait, pour un singe, c'est beaucoup. Donc c'est pas mal, mais aucun singe, en tout cas jusqu'à ce jour, n'a été capable de créer ce qu'on appelle un outil complexe, c'est-à-dire un outil composé de plusieurs parties. Vous voyez, un arc, il est composé d'un bout de bois et d'une corde. Et donc ça, composé, faire ce qu'on appelle un outil complexe, il n'y a que les êtres humains qui savent faire ça. Et ça, à nouveau, ça témoigne d'une intelligence supérieure. Okay ? Alors, dernier point, c'est le fait que seul l'être humain a l'air de transmettre ses connaissances à ses petits. Et notamment les connaissances qui ne sont pas juste instinctives ou innées, mais les connaissances qu'on lui a apprises. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bien sûr, tous les animaux transmettent des choses à leurs petits. Mais ce qui se passe, c'est que si par exemple un singe, vous lui apprenez à utiliser un outil complexe, ce qui est possible, et bien en fait, il n'aura pas l'idée de transmettre ça à ses petits. Alors que c'est très utile, mais il ne le fait pas. Pareil, si vous apprenez à un singe la langue des signes, il n'aura pas l'idée de le transmettre à son petit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de volonté, de liberté et d'instinct.
Vous remarquez que justement, on a très peu de caractéristiques qui nous montrent que les animaux auraient une volonté et une liberté. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu dans la séance sur Descartes, les animaux, ils se laissent guider par leur instinct plus que par leur volonté ou leur liberté. Donc, vous voyez avec tout ça que, en fait, on est obligé de considérer que l'homme est supérieur à l'animal du point de vue de l'intelligence. Ça ne veut pas dire que les animaux ne sont pas intelligents, ça veut juste dire que l'homme est plus intelligent. Et du point de vue de la volonté, puisque l'homme est capable de ne pas obéir uniquement à ses instincts et à ses pulsions. Okay, ceci étant, conséquence morale. Ce qui compte, c'est pas l'intelligence, ou même la volonté en quelque sorte, en tout cas c'est pas l'intelligence. En réalité, ce qui compte en termes de respect, c'est l'histoire de la conscience morale. Et à partir du moment où certains animaux ont une forme de conscience morale, qui sont capables d'empathie, qui sont capables d'avoir une idée de justice, etc. Et surtout si c'est nous qui leur avons transmis, je pense à Coco le gorille, si on l'a élevé, ou à Nîmes, le chimpanzé, si on l'a élevé, qu'on a vécu avec lui presque comme dans une famille, et ben, dans ce cas-là, on doit à ces animaux-là un respect qui est quand même supérieur. C'est beaucoup plus grave de tuer Coco le gorille ou Nîmes le chimpanzé que de tuer un singe. Non, un poisson. Parce que ces animaux-là, ils ont... du coup, en fait, ils ont quelque chose comme une conscience morale, et donc c'est vraiment de désobéir à un principe moral que de leur faire du mal, d'accord? Alors, bilan. 2 points dans ce bilan. La première chose, c'est que normalement, vous devez avoir senti que la différence entre l'homme et l'animal, elle n'est pas figée. Au début, on avait cru que c'était un peu comme des marches d'escalier, mais en réalité, est-ce que ça ne serait pas continu? Ce serait une espèce de droite, quoi, comme ça qui monte. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, on ne peut pas dire il y a tel truc que l'homme possède et l'animal ne possède pas. L'animal, en général, il le possède, mais moins, d'accord? Pareil, voilà. Et du coup, en philosophie, on va dire que la différence entre l'homme et l'animal, c'est une différence de degré et pas de nature. D'accord? Il y a un degré différent, mais il n'y a pas une nature radicalement différente. Okay? Ça, c'est un premier point qui est important, parce qu'il permet aussi de dire, si un jour on trouve des animaux qui se posent des questions inutiles, enterrent leurs morts, qu'est-ce qu'on a dit d'autre, fabriquent des outils complexes, etc., en fait, ça ne changera pas grand-chose, parce que ça voudra juste dire que, ils se rapprochent un peu de nous, mais nous, on est quand même supérieurs à eux en termes de degrés. Donc, ils fabriquent un arc, mais nous, on fabrique déjà des bombes nucléaires, vous voyez. Donc voilà, ça c'est un premier point qui est important. Le deuxième point, c'est du coup, en termes de conséquences morales, en fait, c'est que il faut nuancer quand même ce qu'on a dit sur le respect qu'on doit aux animaux et faire une exception pour les animaux qui sont les plus proches de nous, où là, vraiment, les faire souffrir ou ne pas ne les tuer, en fait, même, tout simplement, c'est vraiment bien plus grave, en fait. Parce que on franchit un principe moral dont eux-mêmes, d'ailleurs, peuvent commencer à avoir conscience. C'est pas juste des émotions chez eux, c'est pas uniquement une histoire de conscience sensible, c'est vraiment une histoire de conscience morale, et dans ce cas-là, c'est bien plus grave. Voilà donc pour la fin de cette séance. On se retrouve la semaine prochaine pour des exercices pour vérifier que vous avez bien compris tout ça. Au revoir!